Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Je vous retrouve aujourd'hui pour une partie du 7e continent, le jeu édité chez Serious Pulp, des auteurs français qui ont fait un travail assez incroyable pour ce jeu d'exploration et de survie qui nous emmène sur un territoire totalement vierge et inconnu. La vidéo d'aujourd'hui va se composer en deux temps. D'abord, une installation qui, dans ce jeu, prend à peine quelques minutes, puisque le matériel est composé essentiellement de cartes, de standee et de quelques dés. Et pour cette partie, je vais vous emmener dans une aventure, dans une malédiction, qui s'intitule la traque sanguinaire. Alors c'est une malédiction que j'ai tentée plusieurs fois, que je n'ai jamais réussi à remporter, je n'ai jamais réussi à lever cette malédiction, puisque vous le savez peut-être, mais le fluff du jeu nous indique que, à la suite d'une expédition, nous sommes revenus avec un mal inconnu, et que ce mal inconnu, en tout cas c'est ce que nous pensons, relève d'une malédiction que nous aurions contractée lors de nos aventures précédentes. Donc là, on va essayer de retrouver la trace de cette malédiction pour tenter d'y remédier. Vous êtes assis à votre bureau, relisant inlassablement les notes consignées lors de votre récente expédition sur le 7e continent. Vous espérez y dénicher une information pour comprendre la nature du mal qui vous ronge. Cet extrait d'un rapport de Lester P., ethnologue spécialiste des rites et mythes de sociétés tribales, attise votre curiosité. La figure d'Akesha, chasseur légendaire chargé d'assurer l'équilibre du monde en éliminant les créatures qui le souillent, revient fréquemment dans les histoires que me content les autochtones. Son totem est censé symboliser sa puissance sur la terre comme aux cieux. Épuisé, vous vous endormez comme une souche. Ce sont les cris stridents de quelques goélands qui vous accueillent au réveil. C'est bizarre, on dirait presque des rires. Vous essayez alors de comprendre où êtes-vous. Comment avez-vous atterri ici? Votre mémoire vous fait défaut. L'image du totem rituel est encore vivace dans votre esprit. Pour débuter l'aventure, mettez une carte 10 en jeu. Chaque joueur y place sa figurine. J'ai sorti la besace, la légende des différentes actions, bien sûr la règle du jeu auquel je me référais lors de la partie, puis nous allons débuter immédiatement par une mise en place. Alors, dans ce jeu essentiellement constitué de cartes, comme je le disais en introduction, la mise en place est extrêmement rapide. On va déjà mettre en jeu la carte de malédiction, qui fait partie du deck action désormais. On va ajouter les 4 cartes malédiction, la mort vous guette, que l'on va également mettre dans le deck action, auquel on va ajouter, toutes les cartes de compétences. On a 35 dans ce deck. Bon, elles sont slivées, c'est pour ça qu'elles brillent un peu. Et donc je vais y mélanger les cartes de malédiction immédiatement. À la besace, nous allons conserver les indices que nous fournit la description de la malédiction, et puis nous allons aussi, en tout début de partie, lire cet indice supplémentaire. Nous allons choisir 2 personnages. Je vais vous proposer une partie avec deux personnages joueurs, choisis parmi les 5 aventuriers proposés dans le jeu de base. Alors pour ça, je vais simplement déterminer les personnages au hasard à l'aide d'un dé, en numérotant ces derniers de 1 à 5, sachant que si j'obtiens 6 sur le dé, eh bien je relancerai le dé. Donc voilà. Premier personnage que nous allons utiliser, ce sera le personnage 5. Personnage 5, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera Ferdinand Lachapelière. Donc, le personnage de Ferdinand Lachapelière vient avec sa fiche, sa carte personnage, ainsi que 4 cartes compétences spécifiques que nous allons également injecter dans le deck action. Alors, on va voir qui est Ferdinand Lachapelière. Aventurier français, plus à son aise dans la jungle tropicale que dans les cocktails mondains, Ferdinand arpente depuis plus de 30 ans les terres encore inexplorées de la planète. Par 2 fois, il a été l'unique survivant d'expéditions malheureuses, témoignant ainsi de ses extraordinaires capacités de survie.
Ces circonstances tragiques lui valent aujourd'hui encore une certaine suspicion de la part de ses pairs. D'aucuns s'interrogent sur les extrémités auxquelles il a pu être poussé pour sauver sa peau. Donc un personnage en couleur, dont les accusations de cannibalisme sont à peine voilées, n'est-ce pas? Alors il a une capacité particulière, puisque si vous pouvez défausser une carte ayant le mot discrétion depuis votre main ou votre inventaire pour ignorer l'étape de conséquence d'une action à laquelle vous participez. Dans ce cas, les participants doivent immédiatement réaliser cette action à nouveau. Après, on retrouve une capacité commune à l'ensemble des explorateurs qui est, si vous vous déplacez sur une case terrain où une figurine explorateur au feu est présente, à ce moment-là, le coût de l'action est de -1. On verra ça en détail. Alors, il faut se souvenir aussi que la carte personnage équivaut à une carte d'état qui pourra être prise en compte lors de certains tests durant la partie. On va relancer notre dé pour déterminer le second personnage. 6, il n'y en a pas. 5, c'était Ferdinand. 4. Eh bien, nous allons jouer avec Dimitri Gorkov. Voilà, donc un personnage très marqué par d'autres aventures. Alors lui aussi a 5 cartes compétences spécifiques. Elles vont être immédiatement mises dans le deck action que je vais mélanger. Ce deck action représente l'énergie vitale de nos aventuriers qu'il va falloir gérer au mieux pour survivre durant nos périls, nos périples à travers un monde inconnu. Donc voilà, ce deck action est désormais composé de 35 et 5 et 5 et 10. 45 plus 5 cartes de malédiction, 50 cartes. Qui est Dimitri Gorkov? Dimitri n'a pas pour habitude de s'épancher sur ses origines, ni sur ses motivations. D'après la rumeur, il se serait échappé de la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, où il était emprisonné pour activité et propagande anarchiste. On dit aussi qu'il aurait rejoint l'expédition en qualité d'expert en sécurité pour fuir son passé trouble. Les cicatrices qu'il arbore et les cris qu'il pousse chaque matin lorsqu'il émerge du sommeil en disent plus long sur lui, sur son parcours et sur sa capacité à faire face aux dangers lorsqu'il se présente. Dimitri Gorkov est à la fois mystérieux et à la fois assez intimidant, de par son faciès marqué par des épreuves certainement assez difficiles. Alors, sur sa carte de personnage, qui est donc encore une carte état, il apparaît sa capacité particulière. Lorsque vous faites l'acquisition d'un état, vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé agressivité depuis votre main ou votre inventaire pour ignorer l'effet du symbole de défausse d'une carte, enfin de plusieurs cartes d'état. On a également la même capacité de réduction des coûts de déplacement que l'ensemble des aventuriers. Donc voilà, la mise en place est finie et terminée. Nous sommes prêts à nous lancer dans l'aventure. Il nous reste simplement à mettre sur le plateau les éléments propres à chaque personnage, à savoir une figurine feu pour chacun, 3D, puisque à 2 personnages, nous allons regarder la besace qui nous autorise à fabriquer, à crafter 3 objets par personnage. C'est la fonction des dés d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Les figurines, bien sûr. Donc les figurines de Ferdinand, elle est ici. La figurine, alors elles sont toutes petites, hein, ce sont des standees. La figurine de Dimitri est là. On va également prendre leur petit token. Je m'en sers pour repérer leur deck et leur carte d'action sur la table. Voici la carte numéro 10 sur laquelle va démarrer notre aventure et sur laquelle nous allons poser nos 2 figurines. D'épaisses volutes de fumée jaunâtre s'échappent de la roche volcanique. Plus à l'est, les pointes d'un apic rocheux se dressent fièrement. Elles semblent défier l'océan qu'elles surplombent. Voilà notre première carte terrain. On va y poser nos figurines. Alors, rapidement sur chaque carte terrain, on a ici une action qui nous permet de nous déplacer sur d'autres terrains. Ici, des cartes indiquant à la fois
l'emplacement de brouillard de guerre et également, après avoir résolu l'action qui se cache derrière le brouillard de guerre, une carte terrain que l'on vient connecter au terrain. Voilà. Dans ce jeu, en fait, l'action est intégrée dans le cadre blanc, son coût est dans le losange bleu, et les conditions de réussite sont indiquées par un nombre d'étoiles à atteindre ou à dépasser pour réussir l'action. C'est assez basique. Ici, on a une ressource qui est disponible sur cette carte terrain et qui nous permet de fabriquer des objets qui nécessiteraient ce genre de ressources. Voilà comment, grosso modo, ça se passe. Après, sur les cartes terrain, il peut y avoir pas mal de détails qu'on découvrira au fur et à mesure de l'aventure. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le continent, le 7e continent, vous remarquez bien entendu que cette carte de départ est peut-être la carte la plus connue de ce jeu. Et je vous cache pas que j'ai déjà évolué sur ce terrain-là. Donc il va y avoir quelques tours où mes actions vont être gouvernées par ma mémoire, puisque je sais à peu près ce que cache chaque carte et chaque numéro. Voilà, jusqu'à ce qu'on quitte ce lieu et qu'on se dirige vers des terres plus lointaines et donc moins souvent, voire pas du tout visitées, parce que je n'ai pas fait autant de parties que ça du 7e continent. J'ai dû en faire 8 ou 10. Je les ai toutes perdues. Je n'ai jamais réussi une seule aventure complètement, hormis le tutoriel, c'est-à-dire le champ des cristaux ou le champ du cristal, qui est une mini-aventure en fait. Voilà, donc c'est un essai supplémentaire pour moi, notamment sur cette malédiction qui s'appelle, je vous ai dit comment, je ne sais même plus, la traque sanguinaire. Voilà, donc on démarre tout simplement ici. Alors pour un côté pratique, je vais mettre les deux personnages du même côté. Je vais retirer évidemment les personnages non joueurs. Je vais les remettre dans la barre. Le gameplay de ce jeu est particulier puisque si on joue tour par tour, il n'y a pas d'ordre. Hein. Les personnages peuvent agir l'un après l'autre sans être forcés de jouer véritablement chacun son tour. On peut définir qui joue sans être obligé de faire jouer les personnages alternatifs. Ce qui est quand même intéressant tactiquement. Donc voilà. Alors, je ne vous cache pas que pour moi déjà l'enjeu c'est de quitter cet endroit le plus vite possible. Parce que il est assez inhospitalier et que je ne veux pas consommer trop d'énergie vitale ni à son exploration ni à un séjour prolongé. Voilà, ce serait dépenser des cartes inutilement puisque la malédiction doit m'emmener vers d'autres horizons. Alors d'ailleurs, on va lire l'indice indiqué sur la carte avant d'aller plus loin. Voilà, on a la traque sanguinaire, totem d'Akesha. Si un totem d'Akesha est présent sur la carte terrain où vous êtes, et que le joueur possède 5 cartes ou plus ayant le mot-clé trophée sous la carte besace et carnet, prenez une carte 398. Voilà à quoi ressemblent les totems d'Akesha. On a ici un code à retenir qui nous permettra peut-être d'atteindre des destinations un petit peu particulières. On reviendra sur ce fonctionnement. Toujours est-il que je place cette carte dans notre besace. Alors moi, pour le côté pratique, je vais mettre les cartes censées être dans la besace, devant la besace. Voilà. Je vais également positionner un divider là, du passé qui nous servira à défausser les cartes que nous ne pourrons plus rencontrer. Je vais le mettre là. Quel choix s'offre à nos personnages d'abord Eh bien, on a plusieurs terrains disponibles. Alors évidemment, il va falloir que je mette des brouillards de guerre sur les zones indiquées par les flèches oranges. Alors voilà comment ça se passe pour disposer d'un brouillard de guerre, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Alors, on va mélanger tous les brouillards de guerre du niveau indiqué sur les cartes. Donc là, on est sur du niveau 1. Et puis, on va les positionner directement sur le plateau. Ici.
ici. Nos personnages, pour le moment, sont ici. Il nous reste à décider par quoi nous pouvons commencer. Alors, il est tout à fait possible de faire progresser nos personnages simultanément ou indépendamment. Ça, on fait vraiment comme on veut. Il y a plusieurs étapes dans la mise en œuvre d'une action. Alors, comment se passe un tour de jeu? D'abord, on va choisir le joueur ou les joueurs actifs pour effectuer une action. Alors là, par exemple, je vais choisir Ferdinand la Chapelière, c'est lui, pour regarder, scruter. Si on regarde la légende, on va effectuer une action, chercher un passage ou fuir, indiqué par ces deux petits panneaux là, ces deux petits panneaux de signalisation. Cette action coûte 0 ou plus d'une carte action et on a besoin de 0 succès pour la remporter. Voilà. Une fois qu'on a choisi le joueur actif, on détermine s'il y a d'autres participants. Dans ce cas-là, si je progresse, je ne vais pas emmener pour l'instant Dimitri. Il viendra après. Ensuite, on va résoudre l'action. Donc pour résoudre l'action, eh bien, on respecte les consignes ici. Donc là, je peux piocher si je veux récupérer une carte d'action, mais je ne suis pas obligé. Donc là, je ne vais pas le faire pour conserver mon énergie. Donc je vais scruter le secteur et je vais regarder ce qu'il me réserve. Oursin. Ça commence bien. Des centaines de petites créatures rougeâtres, ressemblant à des oursins, sont disséminées sur le sol. Il va falloir vous faufiler si vous souhaitez poursuivre dans cette direction. Donc là, je n'ai pas tellement le choix. Si je veux aller par là, il faudra que j'effectue une action qui s'appelle, il faut que je révise, tenir en équilibre ou sauter. Elle me coûte une carte d'action minimum ou plus et je dois obtenir 2 succès pour pouvoir me frayer un passage sans encombre. Sinon, je risque d'être blessé. Alors, les participants à l'action suivante peuvent défausser des cartes ayant le mot adresse depuis leur main ou leur inventaire. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous obtenez une étoile de succès à l'étape du résultat. Alors là, on n'a absolument pas de mots-clés de ce type-là, puisqu'on voit les mots-clés apparaître sur les cartes d'action ou les cartes objets. Ici en bas, là, c'est explorateur. On n'a rien d'autre pour l'instant. Donc, Ferdinand la Chapelière, lui, alors, je me suis trompé, c'est connecté ici. Ferdinand la Chapelière va s'engager dans cette direction et donc il va essayer d'éviter les oursins et de ne pas se piquer. Pour ça, il faut remporter 2 succès. Alors, ce qui est bien fait dans ce jeu, c'est qu'il y a un petit tableau statistique qui nous permet de mesurer et de prévoir en fait l'éventuel résultat d'un test en fonction du nombre de cartes piochées. Donc là, j'ai besoin de 2 résultats favorables. Si je pioche 2 cartes, j'ai 45% de chance de réussir. 3 cartes, 75%. 4 cartes, 90%. Bon, le risque n'est pas très important. Ce sont des oursins, ce ne sont pas des ours blancs. Donc, je vais simplement piocher 2 cartes du deck d'action. Alors, quand on réalise une action et qu'on fait un test, on pioche les 2 cartes simultanément et on les révèle en même temps. Alors là, je regarde le nombre d'étoiles que j'obtiens, j'en obtiens 3. Donc ce test est une réussite. Et je vais appliquer l'effet qui est dans le rectangle blanc. Vous ferez un passage sans encombre. Défaussez cette carte. Et à la place, je vais pouvoir installer la carte de terrain numéro 9. Donc la défausse, en fait, consiste à mettre ces cartes dans le passé. On verra en fin de vidéo comment on gère les cartes défaussées dans ce passé. L'étape suivante est donc d'installer la carte terrain correspondante. Donc il s'agit de la carte numéro 9, décrite ainsi. Le sol est parfaitement stérile ici. Les seuls végétaux visibles sont des amas d'algues rouges. Là-bas, toujours ces fumerolles qui jaillissent du sol par intermittence et dansent autour de la dépouille d'une mouette. Voilà pour le terrain numéro 9 que nous allons détailler tout de suite après avoir terminé ce tour d'action. Justement, pour terminer ce tour d'action, eh bien,
lors du test, on a pioché ces 2 cartes actions. Il faut savoir que à chaque tour, l'un des personnages de l'équipe peut conserver une des 2 cartes dans sa main afin d'en bénéficier lors d'une action future. Alors on a le choix entre un homme averti en vaut 2. À l'étape du résultat d'une action à laquelle vous participez, vous défaussez cette carte pour appliquer l'effet suivant. Donc ça nous permet de gagner un succès supplémentaire. Ou corde. Donc cette corde est un objet qu'il va falloir fabriquer lors d'une action spécifique de fabrication et dont on disposera à l'issue d'un test qu'il faudra effectuer. Là, pour l'instant, je vais prendre corde. Je vais prendre corde parce que c'est un objet qui s'avère extrêmement utile pour la suite de l'aventure. C'est quasiment incontournable en fait. Et je vais défausser un homme averti en vaut 2. Alors, la corde, dans la mesure où c'est Ferdinand la Chapelière qui a effectué l'action, eh bien, je vais lui attribuer, là, c'est considéré comme sa main. Hein. Il ne s'agit pas d'un objet actif, puisqu'il va falloir que je le fabrique. Là, pour le moment, il est dans sa main, tout simplement. Quant à la seconde carte que j'ai piochée lors du test, je vais la défausser, tout simplement. Et ce sera la défausse d'action. Voilà qui est terminé. Ensuite, le tour s'achève et on peut passer à un nouveau tour d'action. Donc là encore, on va définir qui est le personnage actif. Alors on peut choisir Dimitri, bien sûr, mais également de nouveau Ferdinand. Moi j'ai envie que ce soit Ferdinand qui continue sur sa lancée, et Ferdinand va s'aventurer vers ce terrain qu'il a scruté. Donc pour ça, il va falloir que je positionne des cartes brouillard. Alors ça, j'aurais dû le faire avant. Hein. J'ai toujours un petit retard sur ces trucs-là, mais voilà, c'est le démarrage de l'aventure. Je les remélange une dernière fois. Et hop. Donc j'en positionne une au niveau de chaque flèche vers laquelle qui pointe vers rien du tout, vers aucun terrain. Et voilà l'état du terrain vers lequel veut se diriger Ferdinand. Pour aller vers ce terrain, nous allons devoir effectuer un test qui s'appelle de me déplacer. Pour effectuer ce test, ça va me coûter un peu d'énergie, donc je vais piocher une carte du deck action. Aucun succès n'est requis, c'est simplement de l'énergie que je consomme. Alors, cette fois, je pioche une flûte de Pan, voilà, qui a un rôle bien particulier puisqu'elle permet d'attiser le feu, de réfléchir ou de faire de la musique. Voilà, lors de certains tests que je détaillerai plus tard. Elle présente les mots-clés sérénité et musique, ce qui peut s'avérer utile dans certaines situations. Et pour la fabriquer, il faut ces 2 ressources, donc de la corde et un espèce de bambou. Voilà. Ce dont on ne dispose pas pour le moment, puisqu'on voit que sur notre terrain, pour l'instant, il y a ce qui ressemble à de la pierre, uniquement. Donc je ne vais pas garder cette carte, je vais la mettre dans la défausse. Quoique, non, c'est un peu idiot, je vais la garder, parce que pour le moment, Ferdinand n'a qu'une carte en main, donc ça peut servir, même si je la défausse au prochain tour, on verra bien. Donc, ayant fait ce test, je peux déplacer Ferdinand sur ce terrain. Le tour est terminé, on passe au tour suivant, et ainsi de suite. Hein. Donc maintenant, je ne vais plus forcément indiquer le début et la fin d'un nouveau tour, mais je vais essayer de respecter le bon ordre du déroulement du tour quand même, pour que vous puissiez vous y retrouver et vérifier si d'ailleurs je ne fais pas d'erreur. Comme ça, n'hésitez pas à me le signaler, hein, le cas échéant. Cette fois, je me penche sur Dimitri Gorkov, qui lui aimerait plutôt aller vers le nord. Alors pourquoi il va faire ça? Parce que on voit que là le coût d'action est de une carte action, mais lorsque un personnage se trouve sur un terrain adjacent à un ensemble de cartes reliées entre elles, eh bien les personnages peuvent se déplacer pour -1 carte action. Ce
qui signifie que si jamais on révèle ce terrain, que Dimitri Gorkov est là et qu'il veut rejoindre Ferdinand la Chapelière, on va regarder le coût de déplacement vers ce terrain et on va y soustraire 1. Donc là, 1 moins 1, le coût du déplacement entre ce terrain vers celui-ci est de 0,0 carte. Ce sont des terrains désormais connus. C'est pour ça que je me permets de séparer un petit peu les actions de nos aventuriers. Ça ne prête pas trop à conséquence et ça me permet de couvrir un terrain plus vaste et d'aller plus vite dans l'exploration de cette zone. Alors là, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais utiliser la loupe. Je vais zoomer avec vous pour regarder un petit peu ce qui se passe ici. Ici, j'ai l'impression de voir quelque chose. Ah ouais, voilà. Bon, j'ai cru voir quelque chose, mais il n'y a rien. Vous verrez pourquoi je m'attarde sur un détail comme ça de la carte un peu plus tard. Donc Dimitri Gorkov scrute pour l'instant le terrain voisin qui se présente au nord. Et donc pour ça, il effectue l'action chercher un passage. Alors, chercher un passage, eh bien, cette fois, chercher un passage lui confère un certain apaisement. Une trouée dans les nuages permet au soleil de vous réchauffer quelques instants. Vous voulez délecter de ce moment de répit. À l'étape de résultat d'une action, lorsque vous y participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Donc là, c'est une carte favorable, hein, c'est un bonus qui nous permet de gagner un succès et surtout, et aussi, alors il y a 2 types de succès, les étoiles et les 7. On reviendra aux 7 un peu plus tard. Et un mot-clé sérénité. Donc là, c'était bien le tour de Dimitri, donc cette carte va dans la main de Dimitri. Dimitri, après avoir scruté, donc on va révéler le terrain numéro 7. Plus au nord, le terrain s'incline jusqu'à atteindre le niveau de l'eau. Donc là, on voit que nous atteignons une zone un peu escarpée qui nécessite une action de 1. Et là, une forme qui nous est familière puisque nous arrivons déjà vers la silhouette d'un totem d'Akecha. Certes, nous arrivons à proximité de ce totem, mais pour l'instant, nous n'avons aucune carte avec le mot-clé trophée sous la besace, donc il n'y aura pas d'effet particulier. Par contre, on sait maintenant qu'un totem de ce type se trouve au nord de cette zone. Et il y a d'autres choses à étudier sur ce lieu. Je reprends ma loupe, et qu'est-ce que je vois ici? Là, je vois ici une espèce de silhouette. Donc on va aller... Déjà, on va se déplacer sur cette carte. Dimitri, pour le moment, a trouvé un passage, mais n'a pas vraiment décidé d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration. Donc là, je dois faire une action. Donc, c'est Dimitri qui agit. Il va se déplacer. Donc, je pioche une carte. Une carte action qui est une carte de radeau. Alors ça, autant vous dire que là, ça va être utile. Parce que pour l'instant, la zone est entourée d'une mer ou d'un océan, sait-on jamais. Donc je vais garder précieusement cette carte que je vais donner à Dimitri. Attention, encore une fois, le radeau là n'est pas construit pour l'instant. Maintenant que j'ai fait le test, je peux déplacer Dimitri tout au nord de notre terrain exploré. Et puisque je suis là, il va aller voir ce qu'on a scruté à cet endroit. Et nous allons remarquer que cette découverte est assez particulière. Nouveau tour, donc Dimitri est le joueur actif. Il effectue une action observée, je suppose, avec l'œil. Repérer, détecter, ouais, c'est ça. Donc il va repérer, détecter ici. Donc aucun succès n'est requis, donc je ne vais pas piocher de carte. Je vais tout de suite révéler une carte numéro 11. Alors je ne vous ai pas montré, mais les cartes, en fait, elles sont dans une boîte ici, classées par ordre. Pour ceux qui ne connaissent pas.
J'ai uniquement le jeu de base et il y a déjà énormément de cartes. Voici la carte 11. Alors, je vais regarder s'il y en a plusieurs. Non, il n'y en a qu'une. Je la prends. Et on va lire tout de suite à quoi elle correspond. Si une carte se trouve sous la besace et carnet, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Au lieu de révéler cette carte, vous pouvez la ranger et prendre à la place, si elle est disponible dans le deck aventure, la carte dont le numéro est égal à 11 plus le chiffre qui correspond à ce symbole. Nous, on regarde tout de suite. Et en effet, on a bien le symbole qui correspond. Voilà, une espèce de totem avec un plus 8. Donc on va tout de suite regarder le 11 plus le chiffre, donc 11 plus 8, et on va se rendre vers la carte 19. On ne va pas révéler la carte 11. Alors, évidemment, hein, si on révèle la carte 11, l'aventure sera tout autre. Mais là, on a notre symbole. Donc on va aller chercher la carte 19. Il n'y a qu'une carte 19. Voilà. Et je range la carte 11. Carte 19. La présence du totem ne laisse aucun doute. Un monstre rôde dans les parages. Il est temps de vous mettre en chasse. Vous longez le littoral et finissez par repérer votre proie. La créature ressemble à un genre de poulpe aux proportions cyclopéennes. Son bec grand ouvert laisse entrevoir plusieurs rangées de dents pointues. Oh, donc voilà ce qui nous fait face. C'est ce que repère Dimitri. Et on voit qu'on peut entreprendre l'une des actions au choix. Donc cette carte signifie combattre ou chasser. On voit que combattre est moins difficile que chasser, simplement parce que l'enjeu, si l'on chasse, est de récupérer de la nourriture. On le verra. Donc si on réussit, eh bien on terrasse la créature. Si on loupe, eh bien on est blessé simplement. Là c'est un trophée. Alors il me semble que les trophées sont l'un des mots, et le mot-clé qui nous permettrait peut-être d'aboutir à la traque sanguinaire. Donc j'imagine que c'est l'un des boss que nous allons devoir battre. Néanmoins, vu les tests, là, 5 plus pour 8 succès et 2 plus pour 10 succès, on va pas forcément entreprendre tout de suite ces tests. On sait que la créature se trouve au nord-est de l'île. Pour le moment, on ne va pas aller la chatouiller, hein, c'est un peu trop tôt. Parce qu'il est bien spécifié que vous pouvez entreprendre une des actions au choix. Là, j'estime que c'est un peu prématuré car nos personnages n'ont rien dans les mains qui permettrait de faire face à un tel monstre. Il va falloir trouver moyen de renforcer nos personnages pour pouvoir être plus efficaces dans un éventuel combat ou encore mieux dans une chasse. Et au tour précédent, on a donc pris connaissance d'un boss à battre, donc d'un objectif finalement, ce qui nous permet de réfléchir à comment faire, et bien pour battre cette créature, cette espèce de kraken, l'idée c'est de trouver des armes ou d'en fabriquer. Donc ça va être un peu la quête qui va mener mes actions, qui va diriger mes actions là, pour les prochains tours. Alors, quel va être le joueur actif à présent ? Je pense que ça va être... comment il s'appelle ? Ferdinand la Chapelière. Et Ferdinand la Chapelière, lui, va scruter, rechercher un passage à cet endroit. Donc, pour 0 carte d'action, il peut découvrir cette carte. Piqûre. C'est un événement. Vous ressentez des démangeaisons au mollet. Une vilaine piqûre y est visible. Sans doute l'œuvre d'une araignée. Espérons qu'elle n'ait pas pondu ses œufs sous votre peau. Seul le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante.
Donc là, pour 0, j'essaye de me soigner. Pour 0 point d'action, il faut obtenir 2 succès. Mais on voit que en cas de succès, la petite plaie semble bien cicatrisée. Alors que, en cas d'échec, des œufs sous la peau, et puis quoi encore? Bannissez cette carte. Donc en fait, on voit que eh bien, cette carte, contrairement à ce qu'elle laisse paraître, n'est pas une carte négative en fait. C'est une carte qui montre qu'une piqûre d'araignée n'a jamais tué personne, ou dans de très rares occasions, qu'il ne faut pas craindre ces petites bêtes, et que cette carte, si on la conserve, nous permet de passer à travers des événements peut-être plus néfastes. Donc là, l'idée, c'est soit de tenter de conserver cette carte et la remettre la reclasser, je pense. Mais non, même pas, on va la défausser, sinon le fait est que on est obligé de bannir cette carte, c'est-à-dire de la sortir totalement de l'aventure. Bon, moi, je ne vais pas consommer des cartes pour conserver cette carte. Hein. Donc là, je vais piocher 0 carte d'action. Dans le guide deck action, je ne vais pas du tout investir là-dedans. C'est peut-être une erreur, hein, cela dit. Et donc, je vais bannir cette carte. Alors, quand on bannit cette carte, eh bien, il y a un petit divider carte bannie dans la boîte. Et on la met derrière, on ne la retrouvera pas de cette aventure. Je révèle alors la carte numéro 6. Ah oui, ça redore un peu le blason des araignées. Hein. Parce que vous savez que ce sont des créatures assez détestées par le genre humain, alors qu'elles sont d'une grande utilité. Et bien souvent, on leur fait beaucoup plus peur qu'elles ne nous font peur. Pas de fumerolles en vue ici, la végétation reprend ses droits. De la mousse et même quelques tiges semblables à des bambous poussent dans ce secteur. Voilà. Un nouveau terrain apparaît devant nos yeux. Ici, une nouvelle zone de brouillard de guerre. Donc je pioche à chaque fois une carte. Hein. Voilà. Je mets ici. Et donc le tour prend fin. Alors attention, pour accéder à ce terrain, on est sur des tests nous coûtant 2 cartes d'action. Il faut être vigilant à ça. Par ailleurs, si on scrute un petit peu cette carte, on va y découvrir de nouveaux éléments. Et notamment ici, caché, alors je ne sais pas si on voit avec la lumière, caché au pied des bambous. C'est voilà, de vous montrer un numéro habilement dissimulé au pied de cette végétation luxuriante. On voit qu'il y a un 0,24. Alors quand on découvre un numéro caché de la sorte, eh bien on a le droit d'aller chercher la carte correspondante dans la boîte. Donc là on est sur le 0,24. Donc on va aller voir tout de suite ce que nous cache cette carte. Donc on comprend l'utilité de la loupe, notamment. Voilà, 0,24. Qu'est-ce que je raconte? Non. C'est pas 0,24, c'est 0,14. 0,14. Vous effrayez un petit crabe qui trouve refuge dans une galerie bien masquée par la végétation. Voilà, donc la différence entre cette carte terrain et la nouvelle, c'est qu'ici, on a cette action qui apparaît à la place du numéro masqué, 0,14 et non pas 0,24, qui va nous permettre donc d'entreprendre quelque chose. Cette carte-là est défaussée et nous pouvons continuer. La question c'est est-ce que Ferdinand se déplace là-bas? Ça nous coûte 2 actions, deux cartes d'action. Ce secteur nous permet de trouver du bambou. Alors, on a besoin de bambou. Hein. On a besoin de bambou pour fabriquer, par exemple, cette flûte de pan. Ou, non, la corde ne nécessite pas de bambou, elle nécessite uniquement de défausser des cartes.
Faire de la corde, ça prend beaucoup de temps apparemment. Puisque ça nous coûte 3 cartes d'action. Sauf si on a déjà de la corde, évidemment. Par contre, ça nous permet aussi de trouver des passages un peu différents. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. C'est un peu coûteux. Maintenant, la corde me serait bien utile pour fabriquer le radeau. Ce que je vais faire avant de me déplacer sur cette partie de cette île-là, parce qu'il apparaît comme une île, je vais me rendre ici, sur l'action 34. Voilà, et je vais faire une action qui s'appelle détecter, alors je sais jamais, détecter, scruter, je crois. Détecter, repérer. Et donc, je pioche la carte 34. Que va-t-on découvrir à cet endroit si on prend la peine de s'attarder un petit peu? Eh bien, c'est ce que se demande Ferdinand. Pourquoi je prends le temps de scruter? Parce que c'est un jeu d'exploration. Je me dis que la philosophie d'exploration doit nous amener à être curieux. Or, moi, c'est vrai que j'ai cette manie d'aller dans les petits recoins. Voilà, 0,34. Des algues marines à la teinte rouge vif sont fermement agrippées à la roche. Peut-être est-ce comestible. Vous arrachez un morceau d'algue et le portez à la bouche. Des picotements sur votre langue vous dissuadent de l'avaler. La tige de l'algue, souple et résistante, paraît en revanche s'avérer utile. Après avoir révélé cette carte, prenez une carte 0,29 si elle est disponible dans le deck aventure. Ok, donc c'est manifestement pas une denrée comestible, mais qui peut avoir son utilité. Donc je vais révéler la carte 29. Je vais chercher la carte 29 pour voir à quoi peut bien servir cette algue. Voilà la carte 29. On n'a pas de description. Algue rouge, c'est une carte de type aventure. En gros, c'est une carte qu'on va ranger sous la besace. Ces algues rouges possèdent une tige à la fois souple et résistante. Elle pourrait servir à confectionner certains objets. En effet, lorsque cette algue est présente sur la carte terrain où vous êtes, vous disposez de la ressource liane. Et oui, ressource liane qui va nous permettre de construire soit le radeau, pour un coût diminué de 2 cartes d'action, et moins 3 pour confectionner de la corde. Donc on voit l'utilité d'être curieux. Alors, je ne vous cache pas que je l'ai déjà rencontrée, cette carte, et que je voulais la récupérer, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'arpenter cette zone du 7e continent. Un peu trop souvent même, en vérité. Donc voilà, donc je range cette algue rouge dans ma besace. Ça fait partie désormais de ma connaissance du terrain. Et je peux, dans la mesure où il y a présence d'algues sur ma carte, entreprendre une action de fabrication de cordes. Mais cette fois, sans dépenser 3 cartes d'action. Donc ça devient fort intéressant. Donc Ferdinand la Chapelière recueille des algues et confectionne une corde à l'aide de ces végétaux aquatiques. Voilà, donc pour confectionner cette corde, eh bien, je prends la carte de ma main, je la mets sur le plateau, j'y affecte un dé indiquant le nombre d'utilisations possibles. Donc là, on pourra l'utiliser 4 fois. Une fois que ces 4 utilisations seront épuisées, je devrais défausser la carte corde. Mais en attendant, à chaque utilisation, je pourrais bénéficier des effets de l'objet qui sont ici. Je bénéficie également de son mot-clé adresse. Donc voilà qui va être intéressant. Et par ailleurs, je me libère une place dans ma main, puisque lorsqu'on joue à 2 joueurs, on a 3 cartes autorisées dans notre main. Donc voilà l'intérêt de fabriquer des objets dès qu'on peut, en minimisant les coûts bien sûr. Donc voilà, on a de la corde, ça c'est très très bien. D'ailleurs, on peut regarder pour fabriquer le radeau ce qui va nous manquer. Donc la corde, là il va nous manquer du bois. Donc il n'y a plus qu'à se mettre en quête d'une ressource
de ce type-là sur cet îlot. Alors après, est-ce qu'on va vraiment le trouver? C'est pas sûr. Mais c'est ce qu'il nous faudrait. J'ai un doute sur le fait d'avoir pioché ici lorsque j'ai fait cette action. Donc, je vais piocher. J'ai un fort doute. Alors, rage de vaincre. Voilà, donc c'est le temps que j'ai consacré à cette action qui m'oblige à piocher. Et là, je tombe sur une carte compétence de Dimitri. Donc je ne peux pas l'affecter en aucun cas à Ferdinand. Je vais obligatoirement l'affecter à Dimitri. Voilà, donc rage de vaincre qui nous permet, lorsqu'on détient cette carte en combat, d'obtenir un succès supplémentaire pour chaque série de 3 cartes piochées à l'étape du coup. Ouais, donc ça peut être utile, notamment pour vaincre cette créature au moment voulu. Bien. Le tour de Ferdinand s'achève. Qu'allons-nous faire maintenant? Alors j'ai, après cette barrière de fumerolles ici, une action disponible au 13 et proche du cadavre d'une mouette que l'on distingue très nettement là. Ah, j'ai pas mal zoomé, hein, donc vous avez une qualité d'image moindre, mais ça vous permet de voir l'illustration. Alors, quel est l'intérêt d'aller vers ces fumerolles jaunâtres? On peut se poser la question. Je ne me souviens plus, figurez-vous. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être que nous allons plutôt nous diriger vers le sud. Ce qui me paraîtrait plus intéressant. Ok, bah c'est encore Ferdinand qui va agir. Et il va se déplacer tout au sud ici de cette zone terrestre. Et cette fois, le mouvement va lui coûter 2 points d'action. Pour le moment, j'étais assez économe en matière d'énergie, mais en même temps, on voit que mes actions étaient d'une portée assez limitée aussi. Hein. Il va falloir que j'investisse un peu plus. Allez, c'est parti. Il me fallait 0 succès, donc voilà. Alors, on a 2 cartes. Le savoir est un pouvoir, c'est une carte compétence simple. Et 6e sens, qui est une carte de Dimitri. Je ne vais pas retenir la carte de Dimitri, même si elle est intéressante. Je vais attribuer le savoir est un pouvoir à Ferdinand. On verra à quoi sert cette carte plus tard. Pour l'instant, Ferdinand se déplace au sud de notre petit îlot. Et ici, nous allons regarder un petit peu ce que nous proposent ces actions. Alors j'ai évidemment le brouillard de guerre là à droite. Hein. Je pourrais tout à fait essayer de scruter, de détecter un chemin. Mais j'ai plutôt envie de regarder ce qui se passe. Alors ici, ça me coûte... Cette action d'observer me coûte... enfin, repérer me coûte 1, alors que celle-ci me coûte rien. Donc je vais plutôt aller vers une action gratuite. Donc 0,16. Donc j'entreprends une action de fouiller, examiner pour 0. Et je vais chercher la carte 16. C'est toujours Ferdinand qui entreprend cette action. Voilà la carte 16. Il y a quelque chose là-dedans. En suivant des yeux du crabe fuyard, vous apercevez un scintillement dans l'entrée de la galerie. Accroupi, vous enfouissez le bras pour saisir cet objet. Ok, donc c'est une carte de type carnet. C'est une roue métallique que l'on trouve à un petit engrenage, que l'on trouve dans le repère du crabe. Celui-ci nous permet de nous déplacer vers une zone donnée. Il n'y a pas de mots-clés, donc je mets cet objet dans la besace avec le reste. Il n'y a pas d'autre indication sur cette carte, donc j'ai trouvé ce petit engrenage doré dont j'ignore pour l'instant l'utilité.
Ce que je vois, alors là, vous le voyez peut-être pas, mais ce que je me rends compte, c'est qu'on a toujours cette action. Et on a une deuxième carte dans la boîte, une carte jaune. Donc ce que je vais faire, je vais réenclencher cette action pour voir ce qui se cache au-delà de l'engrenage que je viens de trouver. Donc je révèle la carte jaune numéro 16. Vous glissez à nouveau le bras dans la galerie, mais vous n'y trouvez rien d'intéressant. Vous réalisez que les parois de la galerie sont friables. Vous pourriez facilement vous y dissimuler. Donc du coup, si je m'y dissimule, donc on voit l'intérêt d'être curieux, eh bien je gagne une étoile dans une action qui va s'appeler chasser, je crois. Oui, c'est ça, chasser. Donc cette tanière, cette cachette me permet de chasser plus discrètement et certainement plus efficacement. Ferdinand est un peu déçu parce que il commence à avoir l'estomac dans les talons. J'imagine que Dimitri c'est pareil. On commence à trouver le temps long sur cet îlot là qui semble difficile d'accès et dont l'exploration paraît interminable. Soudain, l'attention de Ferdinand est attirée par quelque chose dans cette zone-là. Donc, contre une carte action, je n'ai pas besoin de succès. Eh bien, tant mieux, parce que j'ai pioché une carte, la mort vous guette. Et oui, la mort est omniprésente dans ce jeu. Elle peut s'emparer de nous sans crier gare à n'importe quel moment. Mais là, c'est sans effet. Et donc, je n'ai plus qu'à piocher la carte 12. Allons-y. Carte 12. Alors, il y a de nouveau deux cartes, une verte et une jaune. Je vais vous montrer ça. On ne va pas regarder ce qui se cache derrière la carte 12 jaune pour l'instant. Visiblement, un petit animal vous a précédé. Quelques empreintes se devinent sur le sol. J'en ai les babines qui salivent. En effet, on voit des traces là. Je ne sais pas si vous les voyez comme moi. Voilà, on voit distinctement des traces. Et donc, on va attendre patiemment que cet animal apparaisse devant nous. Vous vous embusquez et patientez en silence. Eh oui. Donc là, si on décide de chasser lorsqu'on voit l'animal, il faudra effectuer un test qui va nous coûter 2 cartes d'action et impliquer de gagner au moins 2 succès pour escompter, attraper quelque chose. Bien. Donc on est sur le point, peut-être, de trouver quelque chose à manger. Alors, est-ce que nous entreprenons maintenant cette action de chasse ou pas? Qu'est-ce que j'ai qui peut m'aider en matière de chasse? Flûte de Pan, pas vraiment. Le savoir et le pouvoir non plus. Dimitri Gorchkov, non. Alors, il a rage de vaincre, mais c'est pour un combat. Le radeau, bon, voilà. Il a apaisé, par contre, qui peut nous rapporter un succès supplémentaire à l'étape du résultat de l'action à laquelle nous participons. Mais ça impliquerait que Dimitri rejoigne Ferdinand. En revanche, Ferdinand est caché dans le petit terrier, donc il a déjà au moins une étoile. Ce qui veut dire qu'en piochant 2 cartes, je pourrais au moins récupérer au moins... là, j'ai déjà 2... Ah bah non, j'ai qu'une étoile. Donc, il y a des chances, en récupérant 2 cartes, que je récupère encore un succès. Si je vérifie dans le tableau, là, voilà, avec 2 cartes, on a 45% de chance de récupérer... Donc, 88% de chance de récupérer une étoile. Ça devient intéressant. Récupérer 2 ou 3 étoiles nous donne droit à une carte de type 30. Voilà, qui sont des succès, donc on peut escompter que ce soit de la nourriture. Ou un animal. Est-ce que je fais ça maintenant? Est-ce que je fais ça maintenant? Est-ce que j'ai pas intérêt à chercher une arme plus efficace pour chasser? Ce serait peut-être bien. Alors justement, avant d'entreprendre cette action, je vais regarder ce que j'ai. Alors j'ai la flûte de Pan. Alors, je pourrais tout à fait la fabriquer parce que j'ai la corde et le bambou à cet endroit.
Ben, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais la fabriquer. Ça peut servir. Alors, ça peut servir à faire un feu notamment. La musique ou réfléchir. Je vais fabriquer ça. Flûte de pan. Donc là, du coup, elle est gratuite hein, puisque j'ai toutes les ressources nécessaires à portée de main. Je me suis fabriqué ça en attendant là dans la tanière. Et il me reste le savoir est un pouvoir. Pendant ce temps, Dimitri réfléchit toujours aux potentielles actions qu'il pourrait faire là-haut. Et Ferdinand, lui, s'interroge. Alors, j'ai ce symbole-là sur la flûte de pan. Donc, si je décide d'utiliser la flûte de pan, je vais baisser ici le chiffre de la résistance de l'objet à 2. Mais je vais bénéficier d'un succès systématiquement. Donc ça, c'est pas mal. Si je ne le fais pas, alors on va regarder dans quel ordre il faut agir. Objet, un participant peut utiliser un objet, ouais. Coup, déterminer les coups en piochant. Résultat, vous révélez les cartes piochées. Ok, bah, je vais m'assurer le truc en utilisant ma flûte de pan. En fait, on l'a. C'est pour se garantir du succès. Donc je vais m'inspirer grâce à ça. Je vais utiliser la flûte de pan. Je passe à 2 en résistance. Ce qui va me donner un succès pour l'action réfléchir. J'entreprends l'action réfléchir et ce symbole signifie que je suis obligé de piocher au moins une carte. Et je tente d'obtenir un succès que j'ai déjà. Donc là, dans tous les cas, je suis obligé. J'ai l'obligation de piocher une carte. Et je tombe sur gourmet. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Prenez une carte au hasard dans la défausse et mélangez-la dans le take action. Ça, c'est valable quand on fait une action manger. Donc, je vais conserver cette carte, puisque c'est une carte de Ferdinand, qui va pouvoir me servir, surtout si je fais une action de chasse fructueuse. Ensuite, vous gagnez, donc, j'ai réussi, hein, puisque oui, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un succès là, plus 1, donc je suis à 2 succès. Or, il me fallait un succès pour réussir cette action. Vous gagnez en expérience. Piochez une carte numéro 3. Pour chaque carte, le savoir est un pouvoir qu'un participant en main. Prenez une carte 0,3 supplémentaire. Alors là, j'ai qu'une carte, hein, le savoir et le pouvoir, donc je vais aller chercher une carte numéro 3. Les cartes numéro 3 sont des cartes aussi singulières que précieuses, puisqu'elles nous accordent un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Harvey était si enthousiasmé par les découvertes effectuées au cours des 2 premières semaines sur le continent qu'il négligea de manger et de dormir suffisamment. Aux premières difficultés, il fut le premier à nous quitter. Donc, en fait, c'est un point d'expérience. On bénéficie des erreurs passées. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre de nouveaux impairs, mais au moins on bénéficie de cette expérience. Cette carte va nous donner une astuce. Survivre aux premières heures doit être votre préoccupation principale. Cherchez où chasser et pêcher. Équipez-vous en conséquence. Trouvez un lieu de repos confortable pour transformer vos points d'expérience en compétences avancées. Ça, je ne le savais pas. Donc en fait, ces points d'expérience vont nous permettre d'acheter des cartes de compétences avancées qui vont être intéressantes puisqu'elles vont nous donner des actions plus puissantes lorsqu'on va piocher ces cartes et réaliser les actions qu'elles proposent. Lorsque vous dépensez des points d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser 1. Ok, donc ça, je mets notre premier point d'expérience dans la besace. Ce qui est le gain immédiat de savoir si le pouvoir après le test. Et donc, je défausse cette carte, tout simplement. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne un petit peu maintenant dans le détail les cartes actions. Hein. On peut fabriquer des objets, choisir des actions, bénéficier de notre expérience et la capitaliser, engranger des aides en matière de résultats des tests, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. L'utilisation du deck action est vraiment cruciale dans ce jeu, puisqu'il représente
énergie vitale, mais aussi nos potentialités, nos capacités à survivre et à avancer. C'est ce que j'aime dans ce jeu. Alors donc, voilà, j'ai réfléchi à mes expériences passées. Ça, c'était pour Ferdinand. C'est la fin du tour. On passe à un nouveau tour. J'ai très envie que Dimitri rejoigne Ferdinand. Et pour ça, eh bien, je regarde si celui-ci est positionné sur un terrain qui est relié de manière directe au terrain de Ferdinand. C'est le cas, donc ce sont des terrains connus. Donc Dimitri peut tout à fait se dépêcher pour rejoindre Ferdinand sans avoir trop d'énergie à dépenser. Aussi, le coût là, qui est normalement de 2, est réduit grâce à la capacité que je vous décrivais au début de la vidéo, hein, à savoir si vous vous déplacez sur une carte terrain ou une figurine explorateur ou feu est présente, eh bien c'est un coût diminué de 1. Donc là, au lieu que ce soit 2, je vais piocher une seule carte action. Et cette carte action, eh bien, c'est un bâton. C'est-à-dire que Dimitri se déplace, rejoint Ferdinand directement, et en plus, sur le chemin, il ramasse un bâton qui pourrait, lorsqu'il est construit, à l'aide de bois, lui donner une capacité de réduire les coûts pour marcher et pour combattre, ou pour combattre. Ça, c'est une action, c'est un objet intéressant qu'il va garder. Simplement avec lui, en attendant de pouvoir le crafter. Donc nos deux explorateurs sont réunis. Est-ce qu'on a du bois? On n'a pas de bois pour le moment, c'est ce qui m'embête un peu. Dimitri ayant parcouru quelques mètres, a fort envie d'aller voir ce qui se passe là à l'ouest de l'île. Donc il va faire une action de chercher un passage pour 0. Et à ce moment-là, eh bien, il tombe sur un gilet de sauvetage abandonné. Vous avez mis la main sur un gilet de sauvetage en piteux état. Néanmoins, cet objet, dans le cadre de la survie, a 4 de résistance et peut nous aider dans certaines actions de navigation, de repos ou même de combat, en réduisant les coûts ou en augmentant le nombre de succès. Donc c'est une carte assez intéressante que vient de trouver Dimitri. Par ailleurs, c'est un objet déjà fabriqué, donc on va tout de suite l'attribuer à Dimitri et lui accorder une résistance de 4. Voilà. Par ailleurs, cet objet a les mots-clés adresse et vêtements. Donc voilà une découverte plus qu'intéressante lorsqu'on est en situation de survie. Le moindre objet, la moindre découverte peut être cruciale, voire vitale. Et bien après cette découverte, on va révéler le terrain, donc c'est la carte numéro 4. Dans ce cas-là, voilà, carte numéro 4. De nombreuses fumerolles rendent plus difficile la progression dans cette direction. Visiblement, il faut emprunter un chemin escarpé et plutôt pentu pour accéder à l'océan qui apparaît en contrebas. Voilà à quoi ressemble ce terrain. Alors j'ai beau regarder, je ne vois pas, hormis des algues, je ne vois pas d'éléments cachés. Donc il y a un certain nombre d'actions, du brouillard de guerre, mais comme on met cette carte ici, les brouillards de guerre ont déjà été révélés et correspondent à des terrains connus en fait. Pour accéder à ce terrain, c'est 2 de nouveau. Ici, on a une ressource de pierre. Moi, je cherchais du bois. On a des algues, mais bon, voilà, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Ici, il y a une action possible. Mais enfin, franchement, j'ai pas trop envie de perdre d'énergie à aller explorer cette zone. Il n'y a pas grand-chose qui
qui m'engage à aller par là. Je vais plutôt essayer de continuer une exploration vers une zone inconnue, à savoir ce secteur-là. C'est la fin du tour. Nouveau tour d'action. Alors celui-ci va être un des derniers. Je pense que je vais encore faire 3 tours d'action en tout. Pour mettre fin à cette vidéo, simplement parce que les parties du 7e continent peuvent durer un petit peu dans le temps. Et je voudrais tout de suite pouvoir mettre en ligne la première partie de notre aventure. Ça me permettra également, en fin de vidéo, de vous montrer comment on sauvegarde une partie en cours du 7e continent. C'est un moment que j'aime bien, en fait, dans le 7e continent, que je trouve assez agréable à faire, et donc que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, donc nouveau tour d'action, donc ce sera un des derniers tours de cette vidéo. Ferdinand va repartir vers le nord, donc ça va lui coûter 1 en action. Je n'ai pas besoin d'obtenir de succès, c'est pas la peine. Et là, heureusement, parce que c'est une carte malédiction. Voilà, c'est la carte de malédiction de base. Je défausse. Je suis assez content parce que c'est vrai que j'ai vraiment économisé pour l'instant l'énergie de nos personnages. La contrepartie, c'est que je n'ai pas fait grand-chose réellement. Si ce n'est de découvrir un boss qui me paraît important de pouvoir détruire avant de quitter cette zone. Ensuite, donc Ferdinand a réussi. Il progresse sur l'île. Et il va entreprendre une action de chercher un passage ici. Donc il va regarder ce qui se cache derrière ce brouillard de guerre pour 0 énergie. Ça pique. Donc c'est un événement. Une vive est cachée dans les environs. Évitez de marcher sur son épine dorsale effilée et vénéneuse. Donc c'est une action obligatoire qu'on doit emprunter, qu'on doit effectuer. On n'a pas de contrainte en matière de cartes à piocher. Il faut quand même réussir à obtenir un succès pour ne pas subir de dégâts, de dommages. Or, Ferdinand la Chapelière, quand on regarde ce qu'il a en main, n'a pas vraiment d'aide en matière de test d'observation. Non. Donc, bon, je vais piocher 2 cartes parce que j'ai pas envie qu'il soit blessé. Alors, si je pioche 2 cartes, je vais me référer encore une fois à mon petit tableau. Si je pioche 2 cartes, pour obtenir un succès, j'ai 45% de chance. 75 avec 3 cartes. Peut-être piocher 3 cartes, parce que j'ai pas envie du tout d'être blessé. Et si je pioche 2 cartes sans résultat, c'est dommage. Je peux peut-être me le permettre, là, dans la mesure où je n'ai pas trop usé d'énergie. Allez, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Puis, par ailleurs, je suis toujours à la quête d'objets me permettant de combattre l'espèce de poulpe géant. Donc, bon, je creuse un petit peu comme ça dans le deck. En restant prudent, toutefois. Allez, on y va. Donc, il me fallait un succès. J'en obtiens un, là. Même 2. Donc, c'est sans encombre que je traverse cette zone. Je peux défausser cette carte. Avant de révéler la carte terrain, je vais regarder ce que je conserve. Alors, je peux garder des silex rudimentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les fabriquer, il faut de la pierre et que j'ai de la pierre ici. Je peux également conserver du petit bois, mais il faut du bois pour le fabriquer. Ça m'intéresse moins. Ou je peux garder en main un homme averti en vaut 2, ce qui me donne un succès supplémentaire au résultat d'une action. Je vais garder le silex sans aucun doute. Je défausse les 2 autres cartes. Ce silex va dans la main de Ferdinand. Et je peux révéler la carte numéro 15. Ici, un bras de mer scinde le terrain en 2. En effet, les vagues déferlent et s'écrasent bruyamment contre les rochers et la traversée risque d'être mouvementée. Donc là, j'aurai un test à effectuer pour passer d'un côté à l'autre. Alors là, nous sommes sur la carte 9. C'est ça. Nous sommes à l'est. Pour passer à l'ouest vers la carte 17, il faut effectuer ce test. Pas très compliqué, mais qui nous demande de l'attention, donc de l'énergie. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est d'utiliser
une carte d'action qui nous permet de réduire le coût pour passer sans encombre, qu'un objet qui nous permette de maintenir notre équilibre serait le bienvenu. Où est Ferdinand? Allez, j'ai mis le brin. Voilà. Ferdinand est là. Il observait ici. Voilà. On est toujours dans cette configuration-là. Ce n'est toujours pas chassé à cet endroit. Comme j'oublie. Est-ce que je réalise cette action de chasse ou est-ce que je passe de l'autre côté sans aide? C'est une bonne question. Bien, Ferdinand ne va pas attendre. Il veut aller plus loin. Il sait que Dimitri a besoin d'armes, et lui aussi, pour battre cette créature qui pourrait en plus les nourrir abondamment. Donc il va investir de l'énergie. C'est un explorateur aguerri qui sait qu'à certains moments, les choix portent à s'engager dans l'action. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc il faut obtenir un succès en piochant 3 cartes pour passer. Donc c'est 75% de chance. Là on obtient 2, 3, 4, donc on a largement. Par ailleurs, eh bien, on a pas mal de cartes intéressantes. Là ici on a un arc. Alors il faut toujours du bois, ce dont on manque cruellement. On peut utiliser cette pelle là, qui nous permet de combattre aussi. Ou un itinéraire alternatif, défausser une carte d'exploration adjacente de terrain où vous êtes, remplacez-la par une carte aventure. Donc ça, ouais, c'est en échange d'un succès quand même. Donc celle-là, je ne vais pas la garder pour l'instant. Pelle ou arc. Dans la mesure où je dois combattre, et que la pelle est un peu moins puissante que l'arc, je vais conserver l'arc dans la main de Ferdinand, à moins que, attention, hein, là fabriquer la pelle c'est gratuit. Gratuit, -1. Ah non, c'est pas gratuit. Là, il y a de la pierre, donc c'est -2. Ça lui coûte que 1. C'est de la corde, donc ça lui coûte 2. Est-ce que je garde la pelle ou l'arc? L'arc, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un succès systématique, plus 1 si on obtient un 7 à l'étape du résultat. C'est vraiment fort. Hein. Je vais conserver l'arc. C'est un investissement. C'était l'état d'esprit de Ferdinand lorsqu'il s'est engagé sur ce passage. Donc là, bien entendu, je mets ça dans sa main. Il n'est pas encore fabriqué, son arc. Et celui-ci fait des prouesses acrobatiques pour passer sur le terrain de l'autre côté de ce guet-là. Et donc, il arrive sur la carte 17 que je vais mettre en jeu tout de suite. Un sous-marin long d'une dizaine de mètres est suspendu en l'air de 2 grues, par 2 grues. Il n'y a pas âme qui vive aux alentours. Donc voilà. Ce qui se fait jour devant nous. Donc un sous-marin suspendu à des grues, en effet. Ici des croix. Avec une action prier, se recueillir. Ici un point de vue. Et là, des ananas. Alors, je ne sais pas si on peut en faire quelque chose à ce stade de l'aventure, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà où arrive Ferdinand. C'est la fin de cette action. Allez, je vais engager la dernière action pour cet épisode. Et puis, on procédera à une sauvegarde de la partie pour que je puisse mettre en ligne ce début d'aventure. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix d'action? Je pourrais tout à fait demander à Dimitri de rejoindre Ferdinand. Cependant, la carte, le chemin est coupé en deux par ce test. Donc, il n'y a pas de possibilité pour Dimitri de passer directement de cette zone à celle-ci, à ce terrain, sans effectuer ce test. Donc c'est moins intéressant parce qu'il va devoir dépenser toute l'énergie nécessaire. En tout cas, c'est pas intéressant pour l'instant. Après
d'après ce que je chasse, pour l'instant, Dimitris, pareil, n'a pas vraiment de moyen de chasser. Donc, je vais plutôt me tourner ici. Alors, ce que je vois, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a sous-marin, là, qui évidemment est intriguant. Il y a aussi ces tombes, enfin ces croix, là, qui paraissent être des sépultures. Comme on le voit ici. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais zoomer. Sépultures. Ouais, assez fraîche, hein, on voit les petits monticules de terre. Et cette zone nous donne pour une carte action la possibilité de regarder le terrain 39. Je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est une action priée. Donc là, à la vue de ces deux tombes, eh bien Ferdinand approche prudemment et entre dans une espèce de méditation, un recueillement. Il n'y a qu'une seule carte. 2 corps ont été enterrés ici. Sans doute s'agit-il de membres d'équipage du sous-marin. Leur fossoyeur a visiblement commencé par tenter de creuser la roche avant de renoncer, préférant recouvrir les dépouilles de cailloux. Donc, fabriquer une pelle, ça n'aurait pas été véritablement utile, hein, parce que c'est très rocheux, manifestement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette carte? Et voilà. Vous vous recueillez un moment, en espérant que vos prières soient entendues. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 666, puis appliquez l'effet suivant. Pour chaque carte malédiction présente dans votre défausse, prenez 2 cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck d'action. Okay. Alors, 666. Alors, il y a 2 cartes 666. Alors, dans ces cas-là, ce que je fais, ce sont 2 cartes vertes. J'ai pas d'indication précise en matière de tirage. Donc, soit je mélange, je tire à l'aveugle. Et pour garantir l'impartialité du tirage, parce que mélanger les cartes, c'est pas terrible, je vais lancer un dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allez, 6, donc c'est celle-ci que je tire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un corps décharné se matérialise soudain et pointe un doigt fantomatique dans votre direction. La chose laisse échapper un râle lugubre avant de disparaître comme par magie. J'ai un test de concentration, c'est ça? Concentration à faire. À réfléchir, reprendre mes esprits. Ah non, je dois essayer de reprendre mes esprits après cette vision. Donc je peux piocher 0 carte pour obtenir un succès. Je vais piocher 0 carte, mais je vais utiliser ma flûte de Pan. Donc je vais me jouer un petit air, histoire de me changer les idées. Ce qui me permet d'obtenir un succès à reprendre mes esprits. Donc ma flûte de Pan aura bien servi finalement. Je réussis ce test. La fatigue vous aura joué un mauvais tour sans doute. Eh oui. Donc je défausse cette carte dans le passé. Voilà qui est fait. Ensuite, pour chaque carte présente dans la défausse, pour chaque carte malédiction, présente dans la défausse, donc je vais aller voir ce que j'ai en carte malédiction. Je peux reprendre 2 cartes au hasard dans la défausse et les mélanger dans le deck action. Donc mes prières n'auront pas été totalement vaines, donc là j'ai une carte malédiction, 2 cartes malédiction. Donc je peux mélanger et repiocher 4 cartes. Et ce recueillement m'aura permis un regain d'énergie, puisque je vais injecter 4 nouvelles cartes dans mon deck d'action. 1, 2, 3, 4. Au hasard, bien sûr. Et je vais mélanger tout ça dans le deck d'action. Comme quoi la spiritualité a une importance et un vrai poids dans le déroulement d'une aventure, manifestement, à cette époque. Ça, c'est ce que laisse entendre cette action. Et voilà. Donc on a gagné 4 cartes grâce à ce moment de recueillement. Par ailleurs, autre bénéfice, ici, on voit qu'on obtient en ressources de la pierre et du bois. Alors, changement de décor, j'ai été interrompu et j'ai dû changer d'endroit pour continuer cet épisode. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne vais pas mettre fin à cet épisode après cette action, parce que de réinstaller m'a permis de voir qu'en fait, j'avais l'opportunité tout de même maintenant d'aller essayer de vaincre cette créature
ce qui va nous emmener jusqu'à la fin d'un épisode plus structuré. Donc je vais faire ça dans cette intention. Et parce que du bois est disponible maintenant à proximité des sépultures où Ferdinand vient de se rendre, ce dernier va confectionner un arc. Donc le bois lui rapporte une économie de 2 cartes action. Il lui faut en revanche de la liane. Je pensais utiliser la corde comme ressource, mais je ne peux pas. Elle n'a pas d'action craftée. Donc je vais devoir piocher une carte action en tant que coût de cette fabrication d'arc. Donc Ferdinand fabrique cet arc, il faut 0 succès. Je pioche une carte action. L'eau connaît le chemin, c'est une carte de Ferdinand justement. Alors elle est intéressante cette carte parce qu'elle a un 7. Et les 7, on le voit, peuvent servir à activer les objets. En tout cas les profits, les bénéfices que représentent les objets. Donc je vais conserver cette carte précieusement. Ensuite, on va porter attention aux actions que permet l'arc. Donc l'arc permet de se battre, permet de chasser et aussi de pêcher. Enfin, action à laquelle je ne pense que rarement, mais c'est une source de nourriture auquel il faut penser. Et d'ailleurs, en lisant aussi les cartes d'expérience, je me souviens que dormir est aussi une source d'énergie qui pourrait être utile. Voilà pour l'action de Ferdinand. Cette fois, elle est terminée. Il a crafté. Alors là, le fait est que nous soyons assez éloignés l'un de l'autre et que même si Ferdinand a son arc et qu'il envisage d'aller chasser cette grosse bestiole, eh bien, il va falloir un petit peu optimiser les déplacements pour ne pas s'épuiser et ne pas perdre justement le bénéfice de cette chasse au gastéropode géant. Donc comment faire? Eh bien déjà, alors ici il nous reste toujours une chasse possible aussi, mais pour l'instant on va la laisser en suspens. Et Dimitri Gorchkov va se rendre au nord de l'île. Maintenant qu'il connaît le secteur, le coût est assez faible du déplacement, voilà, puisqu'on voit que pour venir sur cette case, il faut piocher une carte action, obtenir 0 succès. Dans la mesure où cette carte est reliée, ce terrain est relié au terrain où se trouve Dimitri, il n'y a pas besoin de dépenser d'autres énergies. Donc on va piocher une carte action pour Dimitri. Voilà, c'est un combattant aguerri. Donc l'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Donc en combat, c'est -1 ou un succès supplémentaire. Donc ça tombe parfaitement. Le seul problème, c'est que Dimitri a 4 cartes en main. Je pense qu'il va défausser le bâton de marche, tant pis. Alors il aurait pu lui servir au combat, mais pour défausser des cartes, ce qui n'est pas forcément indispensable pour l'instant. Hormis en réinstallant, vous voyez, j'ai reconfiguré un peu la mise en place du matériel pour avoir une lecture un peu plus claire du deck d'action, de la défausse, du passé et de la besace. Ça fait un espèce de tableau de bord comme ça, c'est pas mal. Donc combattant aguerri pour Dimitri, qui se déplace donc jusqu'au nord de l'île, ici. C'est le moment que choisit Ferdinand pour le rejoindre. Normalement, dans ce cas-là, Ferdinand devrait piocher 3 cartes d'action pour passer ce guet. Mais grâce à l'on connaît le chemin, qui tombe vraiment à point nommé, eh bien je vais défausser cette carte, donc ça va me coûter une carte action pour faire l'action qui s'appelle vraiment les noms d'actions, je ne les retiens pas. Bah, je pense que c'est se déplacer, hein, tout simplement. Et on voit ici sur le tableau de bord que chaque participant déplace sa figurine sur une même carte terrain accessible. Et donc, là, grâce à cette carte, je peux déplacer Ferdinand sans autre coup que la défausse de l'eau connaît le chemin
jusqu'à Dimitri Gorchkov, ce qui est quand même vraiment bien, puisque je me souvenais complètement de la façon dont il était possible d'enjamber les différentes pierres là, que forme le guet. Donc on est enfin tous les deux réunis, et on guette la présence de cette grosse créature là qu'on aimerait combattre ou chasser. Alors chasser, ça sous-entend que l'on puisse récupérer de la nourriture. Combattre, non. Bien que dans les bénéfices, on obtient de la nourriture dans tous les cas. Donc je vais plutôt la combattre. Donc là, pour ça, je vais devoir piocher 5 cartes ou plus pour obtenir 8 succès. Avant ça, on va un petit peu regarder ce qu'on a comme capacité. Alors avec combattant aguerri, on a un succès déjà. Avec crash de vaincre, on a un autre succès pour chaque 3 cartes piochées lors de l'étape du coup d'une action. Et je devrais défausser cette carte. Par contre, combattant aguerri, je ne devrais pas la défausser. On a également apaisé, qui peut nous servir à remporter un succès de plus. Donc ça fait 1, 2, 3, on va dire, parce qu'on va piocher au moins 3 cartes, ça c'est sûr. Donc on a déjà 3 succès. À cela, on peut ajouter les succès apportés par l'arc. Donc, potentiellement, un succès supplémentaire, voire 2 si on obtient un 7. Donc, on va dire 1. Donc là, je suis à 4 succès. Donc, pour vaincre cette créature, il nous faut 8 succès ou plus. Donc, avec 5 cartes, parce que je n'ai pas de réducteur de pioche, avec 5 cartes, on va regarder combien on a de chance de récupérer 8 succès. Donc, c'est 4 succès supplémentaires. Voilà. Avec 5 cartes, on a 55% de chance de récupérer 4 succès. C'est un petit peu insuffisant. Je pense qu'on va piocher 6 cartes. 6 cartes, c'est beaucoup. Mais évidemment, le jeu en vaut la chandelle puisque eh bien, c'est une carte qui va nous rapporter un trophée et de la nourriture. Alors je regarde encore ce qu'on peut faire. Là en combat, on peut piocher des cartes en moins grâce au gilet de sauvetage, mais ça ne m'intéresse pas. Le reste ne nous apporte rien, donc je récapitule. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles pour chaque 3 cartes de piocher. Donc ça veut dire que si j'en pioche 6, ça me rapporte 2 étoiles. Donc ça fait 1, 2, 4. 5 ou 6 grâce à l'arc, ouais, ça devrait aller. Donc je vais piocher 6 cartes, finalement, pour essayer de vaincre cette créature. Je pense que je suis large, hein. Mais bon, sait-on jamais, si on a un coup de malchance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en tout et pour tout, il va nous falloir 2 étoiles. C'est quand même acceptable. Alors on y va, on voit ce que donnent les succès de cette pioche. C'est parti pour ce combat. Première carte, 0 succès. Deuxième carte, un demi-succès. Ça commence mal. Troisième carte, un demi-succès, mais c'est le même, donc je ne peux pas les coupler. Quatrième carte, un succès. Cinquième carte, encore un demi-succès. Non, c'est pas possible. Et sixième carte. Et sixième carte, on obtient un succès supplémentaire. Donc, là, en tout, on a obtenu 2 succès sur les 6 cartes piochées. On a bien pioché 6, 3, 6. Voilà. Je vais les conserver parce qu'on va voir ce qu'on met en main derrière. Et je vais récapituler tous les succès supplémentaires qu'on a. Alors, je vais récupérer un succès. Ah, on a pioché un 7 par contre. On a pioché un 7 aussi. Pas vu. Donc ça amène un succès apporté par l'arc. Donc on est à 1, 2, 3 grâce au 7, 4 grâce à l'arc. Arc que j'épuise
faudrait que j'use de 1 point de résistance. Je suis déjà à 4. 5 en dépensant un PZ, mais ça se trouve, je ne vais même pas avoir à le dépenser. 6, 7 avec rage de vaincre. Et 8 avec combattant aguerri. Donc je récapitule. 1, 2, 3, 4. 5, 6, puisque pour chaque série de 3 cartes piochées à l'étape du coup, dans la limite de 3 succès, défausser cette carte. Donc là, je suis bien à 7 plus 1, non, 6 plus 1, 7 plus 1, 8. Ouais, donc j'ai besoin de défausser un PZ. Alors, je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais là, j'ai réussi absolument de justesse à vaincre le gros bestiau, puisqu'il me fallait bien 8 succès. Alors, je vais nettoyer un petit peu avant de voir les résultats. Donc, rage de vaincre, je dois défausser cette carte. Apaisé, je dois défausser cette carte et celle-ci va dans le passé, je pense. Oui, ça. Combattant aguerri reste dans la main de Dimitri. Là, on va voir ce qu'on conserve parmi toutes ces cartes-là. Bon, au niveau de cette victoire, donc, vous terrassez cette créature répugnante. C'est vrai qu'elle est surtout effrayante vu sa taille. Prenez 2 cartes 0-1. Dans les cartes 0-1, je pense que c'est la nourriture. Ça, c'est un gain très très important. 1, 2. 2 cartes 0-1 sont des cartes nourriture. Je vais les donner à Dimitri, parce qu'il a de la place dans ses pognes. Et je mets un 2, puisqu'on a deux cartes créatures. Ok. Voilà pour le premier bénéfice. Ensuite, et 2 cartes 0-3. Les cartes 0-3, ce sont des cartes d'expérience. 0-2, 0-3, voilà. 2 cartes d'expérience. Ça valait vraiment le coup de s'organiser. C'était juste, on a dépensé beaucoup d'énergie. Mais c'est une étape vraiment importante dans notre aventure. Donc les cartes 0-3 sont les points d'expérience que nous allons mettre comme, en tant qu'objet de quête dans notre besace. Mettez cette carte sous la carte besace et carnet et elle nous rapporte le mot-clé trophée, voilà, avec une valeur de 20 points entre parenthèses. Donc bravo à Ferdinand et à Dimitri qui ont pu venir à bout de cette créature, ce qui nous apporte une première étape dans la levée de cette malédiction, puisque si je reprends l'indice, ici, eh bien, il faut qu'on se rende auprès d'un totem d'Akacha et que les joueurs possèdent 5 cartes avec le mot trophée. Donc là, on en a une et il nous en manque encore 4, ce qui va constituer la quête de notre aventure. Avant de mettre fin à ce tour d'action, on va récupérer une carte en main. Alors, on a pas mal de choix. Vie dans la nature. L'effet s'applique tant que vous avez cette carte en main. Donc sur une action découvrir ou faire du feu, c'est une étoile. Elle est bien cette carte. On a aussi ce souvenir qui nous permet d'aller chercher une carte dans le deck de défausse. Très très précieux. Et puis on a les cartes objets. Pour le moment ça va être moins indispensable, parce qu'on a de quoi faire du feu. C'est en forgeant, c'est pour économiser des cartes d'action, ce sera peut-être plus tard aussi qu'on en aura utilité. Donc je vais défausser tout ça, j'hésite entre ces deux-là. Alors pour me déterminer, je vais regarder ce qu'on va faire tout de suite après. Eh bien je pense qu'on fera du feu dans un premier temps, sachant que dans le secteur, et de manière assez facile à atteindre, eh bien il y a de la pierre donc, qui nous permettrait de fabriquer ces silex rudimentaires, utiles pour faire du feu. Et du coup j'utiliserai bien
cette carte-là, parce que tant que je l'ai en main, le fait de faire du feu nous coûte rien du tout. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec les silex, je suis obligé de piocher une carte pour obtenir un succès. Est-ce que j'ai autre chose qui me permet de faire du feu gratuitement? Oui, si j'use ma corde là, je peux faire du feu. J'imagine que j'utilise la corde comme allumeur en fait. Un petit bout de corde que je mets à flamber pour démarrer le feu. Donc ça me permet de gagner un succès. Ouais, donc si j'épuise que j'utilise mon silex grâce à Vie dans la nature, je ne pioche pas de carte aventure. Donc ça c'est intéressant. Ça combote bien, donc je vais récupérer Vie dans la nature que je mets dans la main de Ferdinand. Je défausse souvenir, ce qui met fin à notre tour cette fois. Eh bien, il est le moment pour moi de mettre fin à cette première vidéo de notre aventure du 7e continent. Donc on se retrouve tout de suite pour un petit point d'étape. Et on arrive à la fin de ce premier épisode. On peut estimer qu'on a accompli 20% de notre quête, notre mission. Ce qui laisse entrevoir encore plusieurs épisodes plusieurs épisodes suivants à venir derrière cette vidéo pour compléter notre aventure du 7e continent. Donc ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est que je pense que je vais alterner un épisode dédié au 7e continent et à cette partie, et puis un épisode sur un autre jeu, pour entretenir l'intérêt que vous pouvez avoir à visionner cette partie. Et puis ceux qui le souhaitent pourront visionner l'intégrale une fois que la partie sera totalement couverte par, je pense, 5 épisodes. Hein. Je vais essayer de gérer comme ça. On va voir si les épisodes s'éternisent. Alors bien sûr, la partie pourra être raccourcie si jamais on venait à périr. Moi, ce que je tire comme conclusion de ce premier épisode, c'est que ce jeu demande une certaine maturité pour y jouer. J'ai l'impression, alors maturité, non pas dans l'âge, hein, bien sûr, mais parce que c'est un jeu qui est assez accessible au niveau familial, mais une certaine maturité dans la manière d'apprendre les règles et ses mécanismes. C'est un jeu qui présente beaucoup de finesse et de raffinement dans son fonctionnement, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Il faut être vraiment attentif à toutes les possibilités que nous offrent à la fois les cartes terrain, les cartes action, et la manière dont elles peuvent se combiner entre elles. On l'a vu là pour Vie dans la nature ou précédemment avec les cartes de Dimitri Gorchkov. Alors le jeu est bien fait puisque justement ces combinaisons apparaissent peut-être de manière plus évidente grâce au portrait qui arbore les cartes d'action de chaque personnage et qui nous invite peut-être à les conjuguer les unes aux autres. Ça nous amène aussi à prendre l'habitude d'utiliser les cartes de manière combinée. Et donc, plus on va utiliser ces cartes de manière intelligente et adaptée à la situation, plus on va utiliser notre énergie vitale, et plus on va aller loin dans l'aventure. Donc c'est vraiment ça, et c'est là où le jeu est d'une grande finesse, et en tout cas en ce qui me concerne, est d'une forte immersion. Parce que je suis dans mes actions, etc. Alors même en filmant là, je pense que vous avez ressenti qu'il y avait des longueurs, etc. Mais c'est parce que bien souvent je réfléchis à ce que je fais. Et encore au montage, je vais en couper pas mal. Donc voilà, écoutez, je vais pas aller plus loin pour la conclusion de ce premier épisode. Donc je vous retrouve bientôt pour la suite de notre aventure. Alors qui, je l'espère, va nous emmener vers des contrées plus lointaines et inconnues. Parce que là, pour le moment, si on a pu se concentrer sur le fonctionnement des personnages, des cartes et des terrains, on est quand même sur un terrain très couru par toutes les aventures et toutes les présentations et partages qu'il y a sur YouTube. Donc on n'est pas vraiment encore dépaysé, alors que je sais que le 7e continent amène une variété de terrains tellement importante que on peut se retrouver complètement perdu dans des contrées mystérieuses. Voilà, et puis j'espère qu'on va pouvoir trouver de nouvelles créatures à combattre,
pour remporter de nouveaux trophées et lever enfin cette malédiction qui pèse sur nos épaules. Eh bien écoutez, cette fois je vous dis au revoir, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Salut!